Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune, Bonsoir toujours présent vendredi soir, bien évidemment. L'actualité, cher Philippe, nous emmène en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une semaine avant la réouverture officielle, nous avons pu découvrir cette cathédrale lors de la dernière visite de chantier du président de la République. Un projet titanesque, 5 ans après l'incendie, une réussite, une fierté française. Qu'est-ce que cela vous évoque pour vous, la réouverture de Notre-Dame et les images que nous avons pu découvrir ce vendredi, Philippe de Villiers? Moi, j'ai regardé, comme beaucoup de Français, ces images. Elles étaient splendides, c'était éblouissant, étincelant. C'était la France, c'était un grand moment de France. Ne boudons pas notre plaisir. Il y a tellement de choses qui sont à déplorer dans notre pays aujourd'hui. Là, c'était une renaissance. Alors d'abord, moi, j'étais profondément ému en voyant tous les compagnons de Notre-Dame, compagnons au sens médiéval, c'est-à-dire tous ces ouvriers, tous ces maîtres d'œuvre, tous ces sculpteurs, tous ces artistes, tous ces savants, tous ces érudits, qui sont les héritiers d'un peuple qui a déposé au XIIIe siècle, qui a déposé dans ses grands verseaux renversés l'expression de son génie créateur. Et on avait le sentiment qu'on a rarement d'une continuité historique. Ensuite, il y a le sentiment de la grandeur. C'est pas souvent qu'en France aujourd'hui, on retrouve le sentiment de la grandeur. C'était beau, tout est beau. Et cette idée du beau nous donne même une idée de l'absolu. C'est comme ça qu'on a l'idée de l'absolu, par le beau. Le beau humain, ici-bas, qui nous donne une idée de l'absolu, du beau. Qu'est-ce que ça doit être? La beauté absolue. Et en fait, ce que je pensais, moi, je parle, je vous dis, avec mon cœur, là. Je pensais à Saint-Louis, à ce qu'a été la cathédrale au temps de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est Jean Ville qui raconte ça, il recevait en audience ses collègues. Il recevait les représentants de tous les pays qui voulaient leur cathédrale. C'est-à-dire qu'en fait, la cathédrale Notre-Dame de Paris a inventé l'art ogival qu'on a appelé l'ouvrage français. Et cet art a fait le tour de l'Europe. C'est-à-dire que quand vous allez à Tolède, c'est un architecte français qui a conçu Tolède. Si vous allez à Cologne, et même chose dans l'Angleterre, etc. Et donc, en fait, la France a offert au monde une nouvelle manière de lieu de culte. Avant, c'était avant la cathédrale, avant l'art ogival français, c'était la pierre qui commandait à la lumière, ce qui est logique. C'est l'art roman. Il y a peu de lumière parce que il y a peu de lumière parce qu'on est dans les humilités. Et là, avec la cathédrale, on est dans la louange. Donc on cherche la lumière, on va la chercher. Et là, c'est la lumière qui tient la pierre. Ensuite, la fierté. Alors moi, j'étais fier à un double titre parce que le 13 juillet 2019, le président du Puy du Fou, Nicolas de Villiers, a organisé une séance spéciale avec Monseigneur Aupetit, qui est venu de Paris à l'époque, séance spéciale avec les 5000 pifolets bénévoles, pour apporter 300 000 € à Notre-Dame. Et donc ce matin, évidemment, nous étions au milieu de cette foule, parmi les donateurs.
à notre humble niveau, mais 5000 bénévoles, c'est 5000 cœurs de Français. Et voilà, je pense que ce moment de France, c'est un instant pour beaucoup de Français qui leur donne une petite idée, comme le ray de lumière sous la porte, de ce qu'a été la grandeur de la France, qui tient le passé, tient le présent. Emmanuel Macron a pris la parole ce vendredi dans la cathédrale, entouré des bâtisseurs et de certains mécènes. Je vous propose d'écouter le président de la République qui avait pour projet de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Un défi, Paris fou, Paris réussi. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Parce que vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avez œuvré. Et cette métamorphose, c'est en effet à vous que nous la devons. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Geoffroy Lejeune. Philippe, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le président dans la nef, entouré de tous les artisans, de tous les gens qui ont œuvré à cette reconstruction? Avant de voir la scène, j'étais réticent. Parce que, connaissant l'histoire de Notre-Dame, je sais que aucun chef d'État n'a jamais parlé dans la nef. Aucun. Saint-Louis, quand il a apporté la couronne d'épines, il était au premier rang, mais il n'a pas parlé. Louis XIV, quand il est venu pour bénir la cloche de son épouse Marie-Thérèse, il était au premier rang, il a fait donner les grandes orgues, mais il n'a pas parlé en remerciant les fondeurs de cloches. Non, le seul moment où il y a eu une parole publique dans Notre-Dame, c'est le procureur général de la commune de Paris, Chaumette. La cathédrale de Notre-Dame de Paris avait été transformée par la Révolution en fête de la raison, en église de la raison. Donc une théophilanthropie, Reveillère les Paux, l'être suprême de Robespierre, etc. Donc Notre-Dame a toujours exercé une fascination sur les hommes publics. Mais là, je vais vous surprendre. J'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé ça juste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 15 avril 2019, c'est bien ça, c'est la date de l'incendie. J'étais chez moi devant ma télévision et je sens tout de suite l'ampleur des dégâts à venir. À l'époque, j'avais des bonnes relations avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et j'appelle Brigitte et je lui dis, il faut foncer tout de suite. Saint-Louis aurait quitté le Louvre, il serait déjà sur le parvis. Elle me dit, vous avez raison, je transmets. Bon, c'est pas moi qui l'ai décidé, il l'a pensé tout seul, mais bon, quand même, voilà. Et pourquoi je vous raconte ça pour la suite? C'est que moi, je suis témoin de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. On s'est rappelé à minuit, et je lui ai dit, c'était magnifique, votre mot improvisé, Emmanuel, parfait. Maintenant, il faut reconstruire. Elle me dit, oui, j'annonce demain, dans 5 ans, c'est construit, c'est reconstruit. Il m'a dit ça le 15 avril et il l'a fait. Donc un homme politique, quel qu'il soit, quels que soient ses défauts par ailleurs, qui dit ce qu'il fait avec une loi spéciale, comme le soutenait Louis Dragnel tout à l'heure avec beaucoup de justesse, il a fait. Il a fait quelque chose. Et ce matin, j'entendais Pascal Praud qui disait, si ça se trouve, il n'y a que ça qu'on retiendra. Dans 2 siècles, on dira, comme on a retenu Maurice de Sully, qui a construit la première cathédrale avant le premier incendie de 1210 plutôt, on dit Maurice de Sully aujourd'hui. Ben, peut-être qu'on dira Emmanuel Macron, on oubliera tout le reste. Voilà. Et donc je lui donne acte, et c'était normal que ce matin, il puisse lui-même remercier tous les corps de métier comme il l'a fait, avec de la retenue, et de la dignité.
Et en fait, en l'écoutant, je me disais, bon, peut-être qu'il pense lui aussi à Péguy, à Claudel, qui se convertit à la cathédrale Notre-Dame de Paris, à tous ceux qui ont dit, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple français. Quand il y a un vieux paysan vendéen qui me disait, en France, quand tout va bien, on va au bistrot. Quand tout va mal, on va à l'église. Et quand les choses vont mal pour l'État, on va à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Paul Reynaud, en mai 40, il entraîne tous les députés, il arrive devant le parvis, et il dit, avec sa voix nasillarde, après avoir dit « La route du fer est à jamais coupée », il dit « S'il faut un miracle, alors je crois au miracle », alors qu'il est agnostique. Et je pense à Péguy parce que Péguy a dit, devant le blanc manteau d'église dont la France est couverte, il a eu un mot d'humour extraordinaire, il a dit « Dieu a dû se dire, si jamais il n'y avait plus les Français, ce serait un drame parce qu'il y a des choses que je fais et que personne ne remarquerait. » Et Péguy, devant Notre-Dame de Chartres, pense à Notre-Dame de Paris. Vous savez, les fameux vers que vous avez médités lorsque vous êtes allé à Chartres, à pied pour faire pénitence. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un reposoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Moi, j'ai qu'un souhait. Je l'écris dans mon livre, à la fin, sur la mémoire salvatrice. C'est que tous les jeunes Français soient entraînés par leurs parents ou par leurs éducateurs pour une visite de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est la lumière de la France. Et le monde, Philippe de Villiers, attend la réouverture de Notre-Dame. Mais le pape François a annoncé qu'il ne sera pas à Paris la semaine prochaine. Il a choisi la Corse plutôt que Notre-Dame. Faut-il y voir un geste symbolique, Philippe de Villiers ? Alors, soyons positifs. Réjouissons-nous pour les Corses. Vous savez qu'un Vendéen aime la Corse. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un Corse qui a rendu à la Vendée sa liberté. L'empereur. Il s'est arrêté le 8 août 1808 au 4 chemins de Loire et il a dit aux Vendéens « Je vous rends la liberté de conscience, je vous rends la liberté du culte, je suis venu réparer. » Et il a ajouté « Ah, Charette, j'aurais voulu l'avoir à mes côtés. » Et il redit ça dans ses mémoires, dans le mémorial de Sainte-Hélène à Lascaz. Et il ajoute « Cette terre est une terre de géants. » Donc, si vous voulez, nous, pour les Vendéens, les Corses, bon, si jamais un jour ils prennent leur autonomie, on suivra. Et je suis heureux pour les Corses parce que c'est un des rares coins de France où la matrice chrétienne tient encore les filiations et les voisinages. Et tout le monde s'extasie en ce moment. Donc c'est une vraie joie. Alors, le pape a choisi de ne pas venir à Notre-Dame. Je pense que ne pas venir à Notre-Dame, c'est ne pas venir en France. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame, si vous voulez, tous les grands historiens vous diront que Rome tient dans le forum. Rome se résume au forum. La Grèce tient tout entière dans le Parthénon. Et ils ajoutent, s'il est vrai que dans l'histoire des hommes, celle d'un peuple peut tenir tout entière dans une œuvre particulière, alors Notre-Dame, c'est la France.
Et c'est dommage que le pape n'ait pas choisi cette occasion de venir en France. Ça fait 3 fois qu'il vient en France, mais qu'il dit qu'il n'est pas en France. La première fois, c'était à Strasbourg. Il est venu au Parlement européen, il a dit « Je ne suis pas en France, je suis à Strasbourg, en Europe ». Ensuite, à Marseille, il arrive et il dit « Je ne suis pas en France. Je suis dans une ville de la mosaïque des hommes, etc., le multiculturalisme, tout ça. » Bon. Et là, il va refaire le coup en Corse en expliquant « Je suis en Corse, je ne suis pas en France ». Ça va plaire à des Corses, mais ça ne va pas plaire aux Français en général. Et c'est une occasion perdue, une occasion ratée de parler aux Français. Maintenant, je suis plutôt heureux qu'il ne soit pas venu. Côté positif, côté négatif. Parce que c'est le pape de Lampedusa. Il n'aime pas l'Europe. Et il dit en privé, c'est fini l'Europe. D'ailleurs presque en public. Et qu'est-ce qui va rester? Les chrétientés orientales sont en train de mourir, là où le christianisme est né. La chrétienté occidentale est en train de mourir. Et ça lui est indifférent, non seulement ça, mais il pense que notre destin, c'est le multiculturalisme. Christianisme, islam. Et je lui ferai simplement une observation respectueuse, mais tirée de mon expérience. Je pense qu'il se trompe, lui et beaucoup d'évêques, lorsque il nous parle de l'immigration. Il confond la charité individuelle et la charité politique. La charité individuelle, si vous, Elliot, dans la rue en face, vous, Geoffroy, vous voyez un migrant qui vous appelle à l'aide, vous allez répondre. Et vous allez faire votre devoir. C'est le devoir d'entraide. C'est l'humanité la plus élémentaire. Mais qu'est-ce que vous allez demander au pouvoir politique? Ce n'est pas de traiter les effets de la misère qui est dans la rue, c'est de traiter la cause, au risque d'être impopulaire. Richelieu avait une phrase définitive dans son testament. Il disait « Il y a des personnes qui se sauvent comme personnes privées et qui se damneraient comme personnes publiques. » C'est-à-dire, si vous confondez les deux ordres, alors vous confondez les deux formes de charité les plus élémentaires. Moi, j'avais un voisin à la Macarrière qui était bûcheron de son état et qui, avec son bon sens, un jour me dit « Tu vois, Philippe, faut pas faire ce que tu viens de faire. On ne coupe pas un arbre à sève montante. » Je dis « À sève montante, ça veut dire quoi ? Quand la sève monte, il ne faut pas couper l'arbre, sinon il pourrit. » Bon, je ne savais pas. Mais finalement, c'est une métaphore intéressante. Pourquoi ? Parce que tous ces jeunes gens qui arrivent en Europe, ce sont des déracinés. On leur coupe la sève montante. Quand la sève est montante. Et ces jeunes gens hurlent, parfois à voix basse, mais dans une détresse qui ne finit pas, et hurlent parce qu'on les a coupés de leurs racines, de leur passé, de leur patrimoine, et même de leur climat, de tout ce qui les constituait. Et je dis aujourd'hui, avec gravité, l'immigration, c'est un crime. Parce que ça consiste à déraciner quelqu'un de ce qui le constitue. L'avenir, c'est l'enracinement. Comme disait Christopher Lasch, l'enracinement, c'est l'avenir parce que le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement. Avant de parler de Boualem-Sansal, parce que vous avez décidé, Philippe de Villiers, que chaque semaine, vous auriez un mot pour votre ami Boualem-Sansal, toujours emprisonné en Algérie. Mais avant cela, je suis passé sur le site du Puy du Fou
Et je suis tombé sur un nouveau magazine, un magazine jeunesse, le Panache, avec cette longue page de Jeanne d'Arc dans ce nouveau magazine qui sera donc adressé aux jeunes, à la jeune génération. On va découvrir l'histoire, le Panache, c'est ça ? Tous ceux qui vont s'abonner, c'est le jour J, c'est aujourd'hui, je crois savoir, le lancement. Et donc, tous ceux qui veulent s'abonner s'adressent au site du Puy du Fou Édition, j'imagine. Et c'est un magazine qui, effectivement, a l'ambition de raconter aux jeunes, avec force anecdote, ce qu'a été la France, ce qu'a été l'histoire de France. Geoffroy Lejeune, rapidement. En fait, moi, je suis papa de 3 petites filles. Et donc, du coup, j'ai la question de quelle lecture leur offrir, à quoi les abonner, etc. Et j'avoue que j'ai lu et que j'ai vu à l'avance ce que le Panache, à quoi le Panache allait ressembler. Et que c'est à la fois de l'histoire, du patrimoine. En fait, on retrouve l'esprit du Puy du Fou dans un magazine, enfin dans un mensuel. Et c'est exceptionnel. Donc, j'invite tous ceux qui ont des enfants et qui ne savent pas à quoi les abonner, à les abonner à ça. Et puis, c'est un nom qui marque. La devise de ce magazine, c'est si tu ne vas pas au Puy du Fou, le Puy du Fou viendra à toi. Puis c'est beau, le Panache, c'est un beau mot, je trouve. Donne envie, l'espérance, évidemment. Boualem Sansal, Philippe de Villiers, vous avez décidé, je le disais, d'avoir un mot pour Boualem Sansal. Emprisonné depuis le 16 novembre en Algérie, il risquerait la prison à perpétuité. Et alors, dimanche dernier, dans l'émission C'est politique, organisée par Thomas Negaroff, le traitement de cette affaire a fait polémique. Le débat qu'il y a pu avoir. Un certain Nejib Sidi Moussa, politologue, a dit « Il se trouve que Boualem Sansal alimente depuis quelques années un discours hostile à l'égard des immigrés et des musulmans. Quand je vois que des intellectuels militants des droits de l'homme le présentent comme un homme des Lumières, ils se trompent complètement. Ou alors ils sont aveugles. Ou alors ils sont complices. » Beaucoup ont considéré que dans cette émission, il n'y avait pas de débat, mais c'était un réquisitoire contre Boualem Sansal sur le service public. Et Rachel Binas, qui est journaliste à Marianne, était présente. Et c'était une voix différente de celle de monsieur Sidi Moussa. Écoutez, Rachel Binas, elle était l'invitée de Sonia Mabrouk cette semaine. Et elle a raconté un peu ce qu'elle avait ressenti lors de cette émission. Si vous voulez, on sent bien, c'est symptomatique en fait d'un malaise qui touche la France. Et certains intellectuels, certains politiques en France préfèrent, plutôt que défendre Boualem Sansal, eh bien quelque part faire le procès de la France en utilisant Sansal. C'est selon moi ce qui s'est exprimé. Ceci étant dit, j'ajoute que ce plateau, vous l'avez vu, était pluriel. Il y a des opinions qui peuvent choquer, qui ont été prononcées. Mais c'est aussi la force de la France. C'est la pluralité et on n'emprisonne personne et on ne condamne personne parce qu'on n'est pas d'accord. C'est aussi ce que aurait voulu certainement bénéficier Boualem Sansal, qui n'était pas là sur ce plateau pour se défendre, qui a eu donc des accusations extrêmement lourdes. Alors, il me semblait d'ailleurs qu'il s'agissait là d'une question en fait de principe qui se jouait, pas d'opinion. On peut apprécier ou pas Boualem Sansal. Ce qui lui arrive aujourd'hui, ça concerne la France, ça concerne les principes français. Villiers, que souhaitez-vous nous dire et qu'attendez-vous de la puissance publique ? D'abord, maintenant, on connaît l'accusation. Boualem Sansal est donc un terroriste. Voilà l'accusation. Il est un terroriste avec 2 chefs d'inculpation. Le premier, c'est qu'il lui est reproché de réhabiliter le récit colonial et ses contre-vérités historiques. Je cite. Et deuxième chef d'inculpation, il lui est reproché de répandre l'idée que l'islamisme est dangereux pour l'Algérie, pour la France et pour la civilisation. J'ai écouté avec attention ce que vient de dire la journaliste et je retiendrai sa conclusion quand elle dit « c'est une attaque contre la France ». En effet, on attaque un écrivain qui a montré son amour de la France, son amour de la langue, à laquelle il a donné l'hospitalité
on attaque la France. Et je suis étonné, vous voyez, j'ai donné un bon point tout à l'heure à Emmanuel Macron, mais là, j'ai du mal à comprendre. Son silence. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur une affaire de prise d'otage où il faut travailler dans l'ombre, dans la discrétion, pour s'approcher de ceux qui sont les preneurs d'otages. Là, on est dans une relation d'État à État. Et je pense que l'Algérie du président Tebboune ne connaît que le rapport de force. Que cela. Qu'est-ce que ça veut dire, le rapport de force ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée avec des démarches d'ambassadeurs. Ça ne suffira pas. Il faut dire, voilà, si vous ne libérez pas Boualem Sansal, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, on va procéder à une saisie de tous les biens mal acquis du parc immobilier près des Champs-Élysées. Là, vous ne comprenez pas, mais eux, ils comprennent très bien. Ensuite, on va prendre des mesures pour l'hospitalisation des personnalités algériennes du gouvernement qui viennent se faire soigner en France. On va mettre fin aux accords de mai 68, comme l'a réclamé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur hier, qui accorde des privilèges exorbitants à la nation algérienne. Il faut savoir quand même qu'on accorde 200 000 visas chaque année à l'Algérie et on n'a que quelques laissez-passer consulaires. Laissez-passer consulaires, je cherche une dizaine, à peine une centaine. Donc le rapport de force. Et pas que ça. Il faut internationaliser l'affaire et faire en sorte que le monde entier pointe du doigt le président algérien en lui disant maintenant il faut libérer Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'il faut faire de Boualem Sansal le symbole d'une victime de la civilisation, de la liberté. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à un souvenir avec Alexandre Solzhenitsyn. Quand il est venu chez moi, il m'a dit à un moment donné, j'ai failli venir en France, vous savez. Et il m'a fait une confidence qui est la suivante. Il a demandé à venir en France en 1974. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Pionatowski, qui m'a confirmé cette anecdote, lui a transmis un message de la part du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Le mot est savoureux, il a dit « Votre présence pourrait compliquer les relations avec l'Union soviétique ». Et quelques semaines après, on a vu Giscard arrivé à Moscou, et premier geste de Giscard, il dépose la gerbe de rose rouge sur le mausolée de Lénine. Or, pourquoi je pense à cette anecdote ? Parce que le mardi qui a suivi l'arrestation de Boualem Sansal, l'Élysée ne pouvait pas ne pas être au courant, l'ambassadeur de France a déposé au nom de la France une gerbe de rose rouge au Carré des Martyrs sur la tombe d'un des fondateurs du FLN, Larbi Ben Mehdi. Et donc, on avait l'impression que ça voulait dire il ne faut pas que Boualem Sansal complique les relations avec l'Algérie. Donc je pense qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ensuite, j'ai été très choqué, comme beaucoup, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui l'a dit très bien, c'est Franz-Olivier Gisbert, dans son édito du Point, la gauche rance. La gauche a vraiment un problème avec la liberté d'expression, avec la littérature, avec tout ce qui fait la grandeur d'un peuple, d'un pays, et tout ce qui fait l'amour d'un peuple. La gauche se tait, sauf exception. La gauche se tait. Et je pense en cet instant à deux conversations avec Boualem. La première, je le dis avec émotion, vraiment. La première, il me dit, je lui dis, t'as pas peur quand tu rentres chez toi à Bourg-Merdès ? Il me dit, bien sûr, mais si tu parles,
tu meurs. Si tu parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Et la deuxième conversation, il me dit, pendant la décennie noire, on s'est battu avec des mots contre des couteaux. Donc, je raconte ça parce que il faut que nos amis qui nous regardent mesurent ce que vit en ce moment Boualem Sansal. C'est un martyr de la civilisation. Et dans le même temps, Philippe de Villiers, en France, autre sujet à présent, les députés LFI ont déposé une proposition de loi la semaine dernière pour abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal, loi qui était entrée en vigueur en 2014. La proposition a fait scandale au sein de la classe politique. Je rappelle que 273 Français sont morts sur notre sol dans des attaques terroristes depuis 2012. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux qui a été interpellé à ce sujet. C'était mardi. Je ne peux que m'opposer résolument à cette proposition de loi. La liberté d'expression ne justifie pas tout. Notamment, elle ne permet pas de glorifier des actes qui peuvent entraîner des victimes sur notre sol. Elle ne peut pas justifier aussi ceux qui veulent semer la terreur dans notre pays. C'est pour cela qu'il y a bien sûr une dimension politique. C'est une question symbolique, mais c'est aussi un instrument utile pour lutter contre le terrorisme. Geoffroy Lejeune. Philippe, que vous inspire cette proposition de loi ? La réflexion suivante. Nous abritons une 5e colonne. Alors, l'idéologie, la posture idéologique qui est derrière tout ça, c'est l'inversion victimaire. C'est-à-dire, le décolonialisme justifie le terrorisme. Israël est un État colonial. La France est un État post-colonial. Donc, résister, fût-ce sous une forme terroriste, c'est un acte de salut public. Inversion victimaire. Ce sont les terroristes qui sont les victimes. En fait, cette inversion victimaire, elle vient chercher dans le vieux fond de clichés de la gauche. Premier cliché, le juif plutocrate. Proudhon, Jaurès, la gauche pré-Dreyfusarde, qui était violemment antisémite. Ensuite, deuxième cliché, le français colonialiste. Ça, ce sont les porteurs de valises du FLN. Et enfin, je dirais surtout l'Occident prédateur. Un autre cliché, ça c'est Sartre, dans la préface des Damnés de la Terre de Frantz Fanon, quand il dit abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme libre et un homme mort. Sartre appelle au terrorisme. En réalité, derrière tout ça, il y a la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui promène deux projections imaginaires dans l'air du temps. La première projection imaginaire, c'est la créolisation des urnes, arrivée par les urnes, si c'est possible, avec le nouveau peuple créolisé. J'utilise le mot créolisé qui est de lui, hein. Il n'est pas de moi. Et la deuxième projection imaginaire, c'est l'apocalypse insurrectionnelle. 1848, les barricades. Il hésite entre les deux. Il avisera au moment opportun. Et derrière cette stratégie, il y a un messianisme révolutionnaire de ce qu'on appelle désormais, dans la presse tous les jours, la rue arabe. Vous vous rendez compte où on en est ? Et la rue arabe, en fait, c'est trois groupes de personnes qui agissent. C'est les frères musulmans qui pratiquent un islamisme conquérant.
C'est la vieille gauche qui pratique un antisémitisme de bonne aloi dans les banlieues, pour être capté tout de suite. Et enfin, ce sont les wokistes, avec un anti-occidentalisme, lui aussi de bonne aloi, quand on veut s'en prendre aux États coloniaux et qu'on veut les recoloniser. C'est simple, le musulman est appelé à remplacer le prolétaire dans la fonction rédemptrice de l'opprimé. La stratégie est simple. Et je vais vous dire quelque chose à tous les deux. Quand j'ai entendu ça, j'y ai pas cru. Apologie du terrorisme. Et je me suis dit ce que je me dis souvent et que je voudrais redire ce soir. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée. De toutes les épreuves traversées, elle a gardé une mémoire douloureuse, mais victorieuse. Et là, pour la première fois, elle affronte, et peut-être même sans le savoir, la crainte de disparaître. Pourquoi ? Parce que nous n'avons plus tout à fait la même manière de vivre en France. La même manière d'habiter la France. Parce qu'aujourd'hui, nous cohabitons. Nous ne sommes plus seuls. La terre de France porte deux peuples. Un peuple jeune, qui arrive avec ses mœurs, ses croyances, sa civilisation arabo-musulmane, et un peuple exténué, un peuple qui ne sait plus où il habite, un peuple qui ne sait plus d'où il vient, un peuple qui a perdu la mémoire, qui a perdu la tête, qui a perdu le fil de la civilisation christiano-occidentale. Or, ces deux civilisations, elles ne sont pas miscibles. Et ceux qui disent, et ceux qui vous disent toute la journée, on va adapter l'islam, on va réformer l'islam, méprisent l'islam, qui est une grande religion, et qui n'est pas réformable. Elle n'est pas adaptable. La seule chose qu'on peut faire, et qu'on ne fait pas, et qu'on n'ose plus dire, c'est à titre individuel pour ceux qui veulent, parmi les nouveaux arrivants. C'est les attirer vers nous, leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Autre sujet, à présent, Philippe de Villiers, vous souhaitez revenir sur une expérimentation qui nous vient de Strasbourg et qui vous a choqué. La municipalité a mis en place dans certaines écoles une étude plus que surprenante. Est-ce que ce dont vous allez nous parler est anecdotique ou c'est un peu plus important que ça, Philippe de Villiers ? Les deux, mon capitaine. Alors, le maire de Strasbourg a fait une constatation qui est la suivante. 80% de l'espace des cours de récréation est occupé par 20% des élèves, les 20% de sexe masculin. C'est là le problème. Et donc, la mairie de Strasbourg a décidé d'équiper les enfants avec des GPS, avec des gilets connectés sous le manteau et des traceurs GPS pour géolocaliser les déplacements. Et donc, mesurer l'emprise des garçons dans les cours d'école. Conclusion, nous sommes là devant les prémices d'une lutte de salut public contre la masculinité toxique, car
En chaque petit garçon sommeille un patriarcat à venir. Parlons de l'école toujours, Philippe de Villiers, puisqu'avec ce nouveau programme d'éducation à la sexualité qui fait polémique, ce programme n'a pas été officiellement présenté, mais fait déjà l'objet d'une levée de bouclier. Un sujet cristallise les attentions et cristallise les tensions, c'est la théorie du genre. Tension au sein même du gouvernement entre le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, et la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genté. Je vous propose d'écouter 2 déclarations à quelques heures d'intervalle. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable et il doit être revu. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements. Je veux aussi, une meilleure prise en compte du développement de nos élèves. Parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Sur ce sujet, il n'y a qu'une seule ligne qui est la mienne, celle du ministère. Il n'y a pas de théorie du genre, elle n'existe pas. Et évidemment, de fait, il n'y en a pas dans ce programme. Geoffroy Lejeune. Alors, les gens ne le savent pas, mais en fait, vous êtes très, très, très mobilisés sur cette thématique. On en parle souvent. Vous m'en avez parlé le week-end dernier, vous m'en avez parlé même cette semaine au téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Mais d'abord, il y a encore une bonne nouvelle. Il y a Notre-Dame de Paris, Alexandre Portier. On a un ministre incroyable. Mais c'est vrai, pour une fois. Hein. Oui. Et alors, donc, il se fait engueuler par sa ministre. Alors, il faut savoir qu'Alexandre Portier, c'est un normalien. Visiblement, il est très compétent. Il connaît le sujet et il sait lire. Il a vu qu'il y avait 37 fois le mot identité de genre, etc. Et la ministre, alors, j'ai déjà dit, mais je répète, vous savez d'où elle vient? Parce qu'il faut s'intéresser au pédigré. C'est son métier, c'est la haute cuisine. Elle apprend la haute cuisine aux employés de maison à Singapour. C'était ça son métier. Elle réussissait bien d'ailleurs, elle a hésité à accepter le ministère. Et donc là, il nous fait les grumeaux sur la purée. Mais normalement, il faisait cure de la lotte polyphosphatée de Chine. C'est ça son métier, à Singapour. Voilà. Et elle arrive, elle débarque en France. Macron lui dit, t'es ministre de l'Éducation. Et donc, c'est pas du tout son métier. Et donc, je dis ça quand même, parce que c'est une excuse absolutoire. Elle ne sait pas de quoi il est question. Voilà. Et ce dont il est question, et ce que dit très bien le ministre, à la réussite scolaire, c'est la chose suivante. Dès l'âge de 3 ans, un enseignement obligatoire va, comme l'a très bien dit Sophie Audugé, biberonner les enfants à la culture queer, à la culture woke. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'enfants, il y a des adultes en miniature. Et l'idéologie l'emporte sur la science. Et on va formater un petit citoyen nouveau. C'était un éco-sexo-citoyen inclusif et non genré. On l'arrache à sa famille et au processus d'identification à son père et à sa mère. Et on fait ça au moment même où les États-Unis, qu'on a l'habitude de suivre, font demi-tour avec Trump, qui a annoncé qu'il allait interdire les bloqueurs de puberté, interdire la transition de genre, interdire l'activisme transgenre. En réalité, nous sommes soumis à un progressisme démiurgique à partir d'une nouvelle gnose sur l'évaporation des corps et la fluidité de genre, c'est-à-dire qu'on nous explique
par exemple, le planning familial, qu'un homme peut être enceint, que le sexe est un construit social et que la dichotomie mâle-femelle est une construction de l'esprit. Et on nous explique, mais non, il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a pas d'identité de genre. Donc on se moque de nous. En réalité, nous sommes devant une idéologie mortifère. Il y a eu 3 idéologies mortifères successives. Il y a eu le rousseauisme qui a donné l'homme nouveau désaffilié, débarrassé de ses héritages. Puis le boboïsme, l'homme délié de ses attachements vitaux. Et on a maintenant, pire, l'homme désincarné, débarrassé de son propre corps. Philippe de Villiers, nous allons revenir pour cette dernière partie avec l'apologue tant attendu des téléspectateurs. Le 27 novembre 1095, racontez-nous ce qu'il s'est passé avec cet appel du pape Urbain II à Clermont. Le 27 novembre 1095, vous venez de le dire, à Clermont, à peine descendus de leur destrier, ils se glissent dans l'assistance fiévreuse. Ils écoutent l'appel aux armes, l'appel aux chevaliers francs. Le pape Urbain annonce la terrible nouvelle. Le Saint-Sépulcre est tombé entre les mains des Turcs seldjoukides. La route du pèlerinage à Jérusalem est désormais coupée et le berceau de la Christianitas a perdu sa frontière avec le Jourdain. Les chevaliers francs entendent immédiatement résonner en eux un psaume d'exaucement qu'ils connaissent. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que je sois moi-même oublié des hommes. C'est la partance. Ils prennent la croix, le bâton, l'écharpe. Ces poitrines armoriées vont déposer leur vie là-bas, à l'ombre des pèlerins de Gethsémani. Quand ils quittent leur barbacane, ils n'osent même pas se retourner vers leur demeure, vers leurs enfants, de peur que leur humeur s'abîme sur tout ce qu'ils laissent derrière eux. Leur tendresse, les biens de ce monde, les moissons à venir. Le moment des adieux est poignant. Et bientôt, leurs pensées nouvelles, au lieu de les tourner vers l'orgueil de leur donjon, les tournent vers la délivrance des lieux saints, vers le mystère de l'Orient. Ils ont quitté leur verger pour aller vers un autre jardin, le jardin des Oliviers. Et ils savent ce que ça veut dire, la métaphore du jardin des Oliviers. On n'est pas sûr de revenir. C'est un passage outre-mer qui est probablement un voyage sans retour. Parce que la route de Jérusalem est un chemin de croix semé de 1000 périls. Pour parvenir jusqu'au mont Golgotha, il faudra traverser des solitudes escarpées sur un cheval épuisé, estropié, sous une armure en feu. Et puis tout à coup, miracle, ils sont là devant le Saint-Sépulcre, ils tombent à genoux, ils pleurent. Le Saint-Sépulcre. Ils entonnent un tédéum d'action de grâce. Puis plus tard, beaucoup plus tard, ils reprennent la route, ils reprennent la mer. Ils reviennent chez eux, et quand ils arrivent chez eux, ils ne reconnaissent plus la France. La France nouvelle, la France des hautes nefs immémoriales. En effet, leurs frères qui sont restés, qui n'ont pas pu partir, ont choisi de se croiser à leur manière
en construisant des maisons en forme de croix. En effet, chacun se croise à sa manière. Ceux qui partent se croisent, ceux qui restent se croisent, les hommes se croisent et les voûtes se croisent. Les cathédrales sont des manières de se croiser. Les cathédrales sont des vaisseaux de haut bord renversés pour appareiller vers le ciel. Voilà le secret des cathédrales. Les cathédrales sont des embarquements. La cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est une arche universelle, c'est une nef pour la plèbe qui cherche la lumière de l'Orient. Un grand merci Philippe de Villiers pour ce nouvel apologue. On se retrouve vendredi prochain. Avec joie.